Et si je te disais qu'un homme né dans un petit village africain a réussi à faire tomber l'un des plus anciens empires coloniaux du monde, me croirais-tu? Et si je te racontais que ce même homme a transformé la pauvreté en révolution, le désespoir en espoir, et que sa lutte a changé à jamais la carte de l'Afrique? Tu penserais peut-être que j'exagère, mais l'histoire de Samora Machel est encore plus extraordinaire que n'importe quelle fiction. Imagine un enfant qui a vu son propre frère mourir dans les mines d'or d'Afrique du Sud pour à peine 40 livres d'indemnisation. Imagine un jeune infirmier qui a tout abandonné pour prendre les armes contre l'une des machines coloniales les plus brutales de l'histoire. Cet homme n'a pas seulement rêvé de liberté, il l'a conquise avec du sang, de la sueur et une détermination qui a fait trembler les fondations de Lisbonne. Et si tu regardes cette vidéo, c'est parce que, comme moi, tu crois qu'il existe des histoires qui doivent être racontées, des histoires de courage qui méritent d'être rappelées. Alors si ce récit touche ton cœur, laisse ton like et abonne-toi à la chaîne, car aujourd'hui nous allons plonger dans l'une des biographies les plus inspirantes de l'Afrique moderne. Voici la saga de Samora Machel, l'homme qui fit trembler le Portugal. La chose la plus belle dans la vie d'un homme, c'est de vivre libre, de vivre indépendant. Ce n'est pas de ne pas avoir à manger, ni à s'habiller, mais d'être libre. N'est-ce pas? La plus belle chose dans la vie d'un homme, c'est sa liberté. Il peut ne pas avoir de nourriture, ne pas avoir de vêtements, mais au moins, il a sa liberté. Ces paroles n'étaient pas qu'une belle phrase. C'était le credo qui animait Samora Machel, un homme qui allait transformer ces mots en réalité pour des millions de Mozambicains. Pour comprendre la grandeur de Machel, il faut d'abord comprendre l'enfer dont il est sorti. Le Mozambique, en 1933, n'était pas simplement une colonie portugaise, mais un système méticuleusement conçu pour briser la dignité humaine. C'était un endroit où la couleur de ta peau déterminait si tu étais une personne ou un bétail. Né dans la province de Gaza, au sein d'une famille d'agriculteurs, Samora vint au monde alors que le Portugal contrôlait déjà le Mozambique depuis plus de 4 siècles. Mais cette conquête n'avait rien eu de pacifique. C'était une guerre lente et brutale, commencée au XVe siècle, et qui ne prit fin que lorsque le dernier royaume africain résistant fut écrasé. Le grand-père de Samora avait combattu aux côtés du roi Gungunana, le dernier grand chef de la résistance africaine. Gungunana fut un homme qui osa défier l'empire portugais, qui dit non à la soumission, qui préféra mourir debout que vivre à genoux. En 1895, il fut vaincu et exilé au Portugal, mais son courage planta des graines qui allèrent germer des décennies plus tard dans le cœur de son petit-fils. Pendant que le Portugal célébrait ses victoires en Afrique, une révolution silencieuse se produisait à Lisbonne. La monarchie portugaise, vieille de près de 800 ans, s'effondrait comme un château de cartes. Assassinats, insurrections, coups d'État, le pays sombrait dans le chaos. Et de ce chaos allait émerger un homme qui changerait non seulement le Portugal, mais aussi tout le destin de l'Afrique portugaise, António Salazar. Salazar n'était pas seulement un dictateur, c'était un visionnaire de l'horreur. Il créa le Estado Novo, un régime qui transforma le colonialisme en une véritable science de l'oppression. Pour lui, les colonies africaines n'étaient pas de simples territoires. Elles étaient des extensions de l'âme portugaise, des fragments de l'identité nationale qui ne pouvaient jamais être abandonnés. Le discours était beau, apporter la civilisation européenne aux peuples africains. La réalité, elle, était un cauchemar systématique. Le Mozambique fut transformé en une machine destinée à extraire la richesse et à briser les esprits. Au sommet de la pyramide sociale se trouvaient les colons portugais blancs, jouissant de tous les droits de citoyenneté. Sous eux, une minuscule élite d'Africains assimilés, considérés comme suffisamment civilisés pour mériter quelques privilèges. Mais pour être assimilé, il fallait prouver que tu avais renié ta culture, ta langue, ton identité. Il fallait payer cher un certificat déclarant que tu n'étais plus africain, mais un Portugais à la peau foncée. C'était un processus humiliant, coûteux et presque impossible. Pendant toute la domination portugaise, moins d'1% des Mozambicains obtinrent ce statut. Les 99% restants étaient classés comme indigènes, un mot qui, dans la loi portugaise, signifiait moins qu'humain. Ils n'avaient pas droit à l'éducation, ne pouvaient pas voyager librement, ni choisir où travailler. Ils étaient forcés de travailler dans les plantations,
les mines et les travaux publics pour des salaires qui ne couvraient même pas les impôts qu'ils devaient payer. Le père de Samora connaissait bien cette réalité. Comme des milliers d'hommes mozambicains, il fut contraint de quitter sa famille pour travailler dans les mines d'or d'Afrique du Sud. Des journées infernales dans des tunnels sombres et dangereux, où des centaines de travailleurs mouraient chaque année dans des accidents. Quand le frère aîné de Samora mourut dans une de ces mines, la famille reçut 40 livres sud-africaines en compensation. C'est dans ce monde d'injustice systématique que le jeune Samora grandit, voyant les hommes de son village revenir des mines aveugles, estropiés, malades, voyant des familles entières expulsées de leurs terres au profit des colons blancs, voyant des enfants africains exclus des écoles fréquentées par les enfants portugais. Mais Samora avait quelque chose que le système colonial essayait d'écraser, la dignité. Et cette dignité le poussa à prendre une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Il décida d'étudier les soins infirmiers, l'une des rares professions de prestige accessibles aux Africains. Ce choix le mena à la capitale, Lourenço Marques, où ses yeux s'ouvrirent complètement à la réalité de son pays. Travaillant dans le plus grand hôpital de la ville, Samora fut témoin chaque jour du gouffre qui séparait les Blancs et les Noirs. Les médecins portugais traitaient les patients africains comme des animaux. Les infirmières blanches refusaient de les toucher. Et lorsque des nouvelles arrivèrent annonçant que davantage de terres dans sa région natale avaient été confisquées pour les colons portugais, quelque chose en lui se brisa définitivement. Mais Samora n'était pas seul. Partout en Afrique, les vents du changement soufflèrent fort. Le Ghana avait conquis son indépendance en 1957. L'Algérie saignait dans une guerre brutale contre la France. Des leaders comme Kwame Nkrumah et Julius Nyerere prêchèrent l'unité africaine et la libération totale du continent. Ces idées arrivaient jusqu'au Mozambique par des radios clandestines, des livres interdits, des conversations chuchotées. Le Portugal perçut le danger. La réponse fut double, propagande et terreur. Le Mozambique fut rebaptisé « province d'outre-mer portugaise » pour donner l'illusion qu'il ne s'agissait pas d'une colonie, mais d'une partie intégrante du Portugal. Les investissements augmentèrent, mais en parallèle, la redoutée PIDE, la police secrète portugaise, infiltra le territoire, assassinant des leaders, terrorisant quiconque osait remettre en cause le système. C'est dans cette atmosphère de tension croissante que naquit le Frelimo, le Front de libération du Mozambique, fondé en 1962 par Eduardo Mondlane, un intellectuel mozambicain formé aux États-Unis. Le Frelimo n'était pas qu'un parti politique, c'était la matérialisation de 4 siècles de résistance accumulée. Mondlane était très différent de Samora, instruit à l'étranger, raffiné, parlant plusieurs langues. Mais tous deux partageaient la même conviction. Le Mozambique devait être libre, quel qu'en soit le prix. Quand la PIDE commença à poursuivre Samora pour ses activités subversives à l'hôpital, il n'hésita pas une seconde. En mai 1963, il s'enfuit du Mozambique et rejoignit le Frelimo en Tanzanie. Ce que Samora découvrit à Dar es Salaam était à la fois inspirant et chaotique. Le Frelimo était un chaudron bouillonnant de Mozambicains de toutes ethnies, classes sociales et idéologies, des assimilés instruits à l'étranger, des paysans analphabètes, des métis, des blancs antiracistes, des intellectuels marxistes, des chrétiens conservateurs, unis par le rêve d'indépendance, mais profondément divisés sur la manière de construire la nouvelle nation. 2 visions principales s'affrontaient violemment. D'un côté, les marxistes internationalistes, dirigés par Mondlane, prônaient une société multiraciale fondée sur l'égalité économique. De l'autre, les africanistes, menés par le révérend Uriah Simango, voulaient un Mozambique exclusivement africain, expulsant tous les blancs et asiatiques. Samora, malgré sa formation limitée, gravitait naturellement vers le camp marxiste. Son expérience lui avait appris que le problème n'était pas la couleur de la peau, mais le système économique qui permettait à certains d'exploiter les autres. Il ne haïssait pas les Portugais parce qu'ils étaient blancs. Il haïssait le système qui leur permettait d'opprimer les Africains. Cette vision fut mise à l'épreuve en Algérie, où Samora fut envoyé pour un entraînement militaire auprès du FLN qui avait vaincu la France au terme d'une guerre sanglante. Là, il apprit non seulement les techniques de guérilla, mais aussi la stratégie politique, l'organisation populaire et surtout
que l'indépendance était possible à condition d'avoir assez de courage et de détermination. À son retour en Tanzanie, Samora fut placé à la tête des camps d'entraînement du Frelimo. C'était une immense responsabilité, transformer des paysans et des étudiants en combattants capables d'affronter l'armée portugaise. Mais Samora possédait un don naturel pour le leadership. Son courage, sa simplicité et sa capacité à se connecter avec les gens ordinaires firent rapidement de lui l'une des figures les plus respectées de l'organisation. Le 25 septembre 1964, le Frelimo lança ses premières attaques contre les postes administratifs portugais dans le nord du Mozambique. C'était le début de la guerre de libération, un conflit qui allait durer 10 ans et changer à jamais le visage de l'Afrique australe. Les premières années furent brutales. Le Portugal réagit aux attaques du Frelimo en envoyant des dizaines de milliers de soldats depuis le Portugal continental. Des villages entiers furent bombardés. Les paysans furent contraints de vivre dans des camps de concentration appelés aldeamentos. La torture devint une routine dans les postes militaires portugais. Mais, aussi brutaux soient-ils, les Portugais ne parvinrent pas à briser l'esprit de la résistance. Avec le soutien de l'Union soviétique, de la Chine et de l'Allemagne de l'Est, le Frelimo réussit à établir des zones libérées, des territoires entièrement sous son contrôle. Et dans ces zones, quelque chose d'extraordinaire vit le jour. Une nouvelle société était née. Samora croyait profondément que la guerre de libération n'était pas seulement militaire, mais aussi sociale et éducative. Dans les zones libérées, le Frelimo construisit des écoles là où il n'y en avait jamais eu, mit en place des programmes d'alphabétisation pour adultes, créa un système de santé de base et organisa la production agricole collective afin que personne ne meure de faim. Mais la vie dans ces zones libérées restait extrêmement dure. Bombardements constants, manque de médicaments, pénurie de nourriture et la peur permanente des espions portugais infiltrés. Le Frelimo fut obligé d'imposer une discipline militaire stricte, incluant des sanctions sévères pour la désertion ou la trahison. Certaines de ces mesures furent controversées, mais Samora affirmait que, dans une guerre de vie ou de mort, il n'y avait pas de place pour la tolérance envers la lâcheté ou la trahison. La guerre transformait les deux camps. Au Portugal, des centaines de milliers de jeunes furent envoyés combattre dans une guerre qu'ils ne comprenaient pas, sur un continent lointain, pour une cause que de moins en moins de Portugais soutenaient. Les pertes augmentaient, les coûts financiers étaient astronomiques. 44% du budget national était consacré aux guerres coloniales. Puis, en février 1969, un événement changea tout. Eduardo Mondlane fut assassiné par une bombe dissimulée dans un colis postal, probablement envoyé par Lapide. La mort du leader du Frelimo provoqua une crise de leadership brutale qui faillit détruire le mouvement. Deux factions s'affrontèrent violemment. D'un côté, Uria Simango et ses partisans africanistes. De l'autre, Samora Machel et les marxistes. Le conflit se résolut de la pire manière possible. Simango fut expulsé du Frelimo et plusieurs de ses partisans furent arrêtés ou exécutés comme traîtres. En 1970, Samora devint le nouveau président du Frelimo. Sous sa direction, le mouvement se radicalisa davantage, adoptant pleinement l'idéologie marxiste-léniniste, expulsant les éléments jugés idéologiquement impurs et intensifiant la lutte armée avec une détermination de fer. Le Portugal réagit avec sa plus grande offensive militaire, l'opération Nœud Gordien, dirigée par le général Caoulza de Arriaga, qui promit d'éliminer le Frelimo en quelques mois. Ce fut la plus vaste campagne militaire portugaise en Afrique. Bombardements massifs, dizaines de milliers de soldats, chars, hélicoptères, napalm. Pendant des mois, le nord du Mozambique se transforma en enfer. L'opération fut partiellement réussie. Le Frelimo subit de lourdes pertes. Plusieurs zones libérées furent reconquises. Mais le mouvement de libération ne fut pas écrasé, au contraire. La brutalité de la réponse portugaise ne fit qu'accroître le soutien populaire au Frelimo. Et puis, alors que personne ne s'y attendait, la solution ne vint pas d'Afrique, mais de Lisbonne. Le 25 avril 1974, de jeunes officiers portugais, épuisés par les interminables guerres coloniales, renversèrent le régime salazariste lors d'un coup d'État presque sans effusion de sang, la Révolution des Ilhais. Le nouveau gouvernement portugais, dirigé par António de Spínola,
entama immédiatement des négociations de paix avec les mouvements de libération africains. Après des décennies de guerre, en septembre 1974, les accords de Lusaka furent signés, établissant l'indépendance du Mozambique pour le 25 juin 1975, exactement 11 ans après la fondation du Frélimo. Lorsque Samora Machel devint le premier président d'un Mozambique indépendant, il hérita d'un pays dévasté par des siècles d'exploitation coloniale et 10 ans de guerre. 90% de la population était analphabète. Il n'y avait qu'une douzaine de médecins africains dans tout le pays. L'économie était en ruine et des centaines de milliers de colons portugais fuyaient, emportant avec eux leur savoir-faire technique et leur capital. Mais pour Samora et pour des millions de Mozambicains, rien de tout cela n'avait d'importance en ce moment magique du 25 juin 1975. Enfin, après 450 ans de domination étrangère, le Mozambique était libre. Enfin, un peuple avait reconquis le droit de déterminer son propre destin. La liberté était arrivée. Mais, comme Samora le disait toujours, la lutte continuait. Construire une nation à partir de rien serait peut-être encore plus difficile que conquérir l'indépendance. Mais ce jour-là, sous le soleil brûlant de Maputo, avec des centaines de milliers de Mozambicains chantant et dansant dans les rues, tout semblait possible. Samora Machel avait tenu sa promesse. Il avait transformé un enfant du peuple en une force historique qui changea la carte de l'Afrique. Il avait démontré que le courage d'un seul homme peut faire tomber des empires. Il avait montré que la liberté n'est pas un cadeau. C'est une conquête qui exige du sang, de la sueur et une détermination inébranlable. L'histoire de Samora Machel est la preuve vivante qu'il n'existe pas de rêve impossible, seulement des gens qui abandonnent trop tôt. C'est une leçon. La véritable grandeur ne vient ni du berceau, ni de l'éducation, mais du courage de lutter pour ce qui est juste, même lorsque tout le monde dit que c'est impossible. Mais l'histoire de Samora Machel se termine par une tragédie qu'on ne peut oublier. Le 19 octobre 1986, à peine 11 ans après l'indépendance, l'avion présidentiel qui ramenait Machel d'une réunion à Lusaka s'écrasa mystérieusement dans les montagnes d'Afrique du Sud, près de la frontière mozambicaine. Officiellement, il s'agissait d'un accident. Mais beaucoup croient qu'il s'agissait d'un assassinat orchestré par le régime d'apartheid sud-africain qui voyait en Machel une menace constante à ses intérêts dans la région. La mort de Machel marqua la fin d'une époque, mais aussi le début de nouveaux défis pour le Mozambique. Aujourd'hui, 50 ans après l'indépendance, le pays continue de lutter contre des fantômes que Samora n'aurait jamais pu imaginer. Le néocolonialisme a pris des formes plus subtiles, mais tout aussi dévastatrices. Des entreprises multinationales extraient les ressources naturelles du pays, gaz naturel, charbon, rubis, en laissant des miettes au peuple mozambicain. La corruption systématique a détourné des milliards de dollars qui auraient pu être investis dans l'éducation, la santé ou les infrastructures. La dette extérieure a explosé à des niveaux insoutenables, créant une nouvelle forme de dépendance. Le Mozambique que Samora rêvait comme une nation prospère et égalitaire demeure aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde. Le taux d'analphabétisme reste très élevé. Des millions d'enfants n'ont toujours pas accès à l'éducation de base. Le système de santé reste précaire. C'est une ironie cruelle. Le pays s'est libéré du colonialisme portugais seulement pour tomber entre les griffes d'un système mondial qui perpétue l'exploitation, sous des formes plus sophistiquées. Samora Machel s'est battu pour l'indépendance politique, mais la véritable indépendance économique reste un rêve lointain pour le Mozambique et pour de nombreux autres pays africains. Si cette histoire a touché ton cœur, si elle t'a inspiré à croire qu'un seul homme peut changer le monde, alors laisse-nous un like et abonne-toi à la chaîne, car il existe des milliers d'histoires africaines qui attendent d'être racontées, des milliers de héros qui méritent d'être rappelés. Ensemble, nous allons poursuivre ce voyage extraordinaire à travers l'histoire la plus fascinante du monde, l'histoire de l'Afrique. La lutte de Samora Machel est terminée, mais son héritage continue. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un refuse d'accepter l'injustice, à chaque fois que quelqu'un se bat pour la véritable liberté, à chaque fois que quelqu'un croit qu'un monde meilleur est possible, à ce moment-là, l'esprit de Samora Machel renaît et la lutte continue.